Pour moi, la rencontre avec le MAB a représenté un tournant important dans ma carrière de chercheur. Le MAB, c'est le développement durable 20 ans à l'avance. Je travaille sur la gestion des ressources avec une perspective qu'on appelle l'écologie territoriale, où on s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels pour tenter d'optimiser la façon dont s'organisent et fonctionnent les sociétés humaines. De formation, je suis agronome et phytoécologue. Donc, en fait, je suis ingénieur agronome, j'ai une thèse en écologie. Quand j'ai essayé d'étudier pourquoi les plantes poussaient là où elles poussaient, très vite, je me suis rendu compte que si j'intégrais pas l'homme dans ma réflexion, j'étais complètement à côté de la plaque où je n'arrivais pas à expliquer la moitié des questions que je me posais. Et donc, très vite, je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire. Homme et biosphère, et pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre. Et du coup, je suis devenu un socio-écologue, un éco-sociologue. C'est quelque chose qui caractérise les gens qui gravitent autour du MAB. Ce fait qu'on ne soit pas dans des cases, parce que moi je viens de la socio et de la philo, j'ai fait un doctorat en sciences de l'environnement, je suis qualifiée en aménagement du territoire. C'est pareil, je suis comme toi Michel, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une case et je trouve que c'est très bien comme ça. Oui. L'originalité de la recherche participative et en particulier de celle qui est faite au MAB, c'est que ceux qui posent les questions, ce sont les gens qui vivent dans le territoire. Ils disent, voilà, mon problème c'est celui-là, est-ce que vous pouvez m'aider à le résoudre? Donc ça c'est déjà la première entrée qui est extrêmement originale. Et puis la deuxième, c'est qu'au moment où on va essayer de résoudre ce problème, on va considérer que tous ces savoirs ont la même valeur et qu'ils gagnent à être échangés les uns avec les autres. Ça, c'est du MAB 100%. On sent qu'il y a une vraie envie d'aller vers ça et une vraie ouverture vers l'interdisciplinarité, parce que face aux enjeux du XXIe siècle, on ne peut pas faire autrement que faire de la pluridisciplinarité ou de la transdisciplinarité en impliquant les acteurs de territoire. Dans mon travail de chercheur, il y a eu un moment très particulier, il s'est créé un collectif de chercheurs en France qui s'appelle le collectif Commode. Pas parce qu'on est des ébénistes, mais parce qu'on a pris un anglicisme pour companion modeling qui veut dire modélisation d'accompagnement. Donc on a mis au point des méthodes qui permettent de comparer les points de vue des différents groupes sociaux, des différentes personnes concernées par une question. Et donc on a fait un gros travail sur les outils. Donc ça s'appelle la démarche Commode, la démarche de modélisation d'accompagnement. Et en gros, elle a trois étapes. Une première étape qui est faire une représentation, une formalisation partagée d'un système socio-écologique, encore un nom barbare, mais enfin, c'est cette espèce de truc où il y a à la fois la société et la nature. Après, il y a une deuxième méthode où on a fait jouer les gens, on appelait ça des jeux sérieux. On fait comme si les gens étaient dans ce système au travers d'un jeu. Et puis après, on a fait ce qu'on appelle des simulations exploratoires, c'est-à-dire les gens proposent une idée de développement et on leur montre concrètement ce qui peut se passer si cette option de développement est mise en place. Ces outils, ils sont extraordinaires parce qu'ils permettent un transfert de connaissances. Je suis en train de développer un jeu sérieux pour aborder les questions d'impact environnementaux et sur la santé humaine de l'orpaillage artisanal au Niger. Donc, problématique très complexe parce que l'orpaillage est un élément qui est incontournable pour la vie économique de ces populations. C'est-à-dire que sans l'orpaillage, ils meurent de faim. Et en même temps, avec l'orpaillage, ils meurent aussi parce qu'ils contaminent leurs ressources en eau et tombent très malades. Sauf que le lien qui est fait entre le fait qu'ils soient malades et l'orpaillage n'est pas fait parce que la pollution, elle est invisible. Avec un doctorant, on est en train de développer un jeu sérieux et on observe à travers des dispositifs d'observation la façon dont leur connaissance augmente avant le jeu puis après le jeu. Et on se rend compte que même des gens qui sont spécialistes de l'orpaillage
apprennent des choses dans le jeu. Et inversement, de la même façon, on a un travail d'introspection, c'est-à-dire qu'ils nous nourrissent aussi de la compréhension de ces systèmes complexes qu'est l'orpaillage. Pendant les jeux sérieux en particulier, il se produit des moments d'émotion, parce qu'un jeu, c'est quand même des relations entre des gens. Les relations entre des gens, ce sont des émotions. Et quand on demande 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, voire 2 ans plus tard, ils se souviennent de moments très, très particuliers. Et on leur demande, vous avez changé de pratique? Il dit, oui, maintenant je ne fais plus ça, je suis ici. Alors on lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Ah, mais vous ne vous souvenez pas quand on a fait le jeu là? Il y a eu un moment où une émotion a provoqué une prise de conscience par cette personne. Et cette prise de conscience a été tellement forte que cette personne, quand elle est retournée travailler chez elle, elle a changé de façon de faire. Ça c'est vraiment quelque chose de très, très important. Quand je me suis rendu compte que c'était vraiment une méthode de travail, un cadre théorique extrêmement efficace pour travailler dans les réserves de biosphère, là, il s'est vraiment passé quelque chose. Du coup, moi, j'ai monté des programmes de recherche entre plusieurs réserves de biosphère. J'ai essayé de participer à des projets internationaux avec les Suédois, avec les pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Sud. Voilà. Et tout ça, c'est grâce au MAB. Il faudrait que le monde soit une gigantesque réserve de biosphère, mais voilà, petit à petit, ça va se faire. Ça s'appelle Uchupita, qui veut dire couleur de cendres de volcan en quichua. C'est la première fois que je fais une visio avec un perroquet. Allez, on rentre. Fier de partager. 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 Ah oui, fier de partager.